On va essayer de parler de sobriété énergétique au CHU, aux différents CHU, des établissements de santé, et trouver des pistes. On va essayer de sortir un peu des éco-gestes. On ne parlera pas des éco-gestes. C'est de la com et c'est rentré dans les mœurs et ça marche. Voilà. Donc pour cette table ronde, nous avons plusieurs intervenants qui ont accepté de raconter une ou deux idées géniales, brèves, bien exposées rapidement. Et puis après, on a une séquence questions-réponses. Il y a des questions-réponses. Voilà. Je présente rapidement les intervenants. Donc, nous avons Yves Mouchel, donc, directeur du patrimoine CHU de Tours, membre du CSIS, expert du CSIS. Nous avons Frédéric Marchal, directeur du patrimoine du CHU de Poitiers, et expert au CSIS aussi, ou au CNIS, ou les deux. Nous avons Marie-Ange Péridon, directrice générale adjointe du CHU de Montpellier. Ouais. J'ai pris du grade là. François dehors. Oh. Bon, donc directrice au CHU de Montpellier. Après, j'ai anticipé peut-être. IRSE. D'accord. Et puis nous avons Johan Terré, directeur général de la métropole de Rennes. Directeur général adjoint de la métropole de Rennes, qui représente des collectivités territoriales. Bon. Donc le sujet, on essaie de tirer vers le haut, d'anticiper, de voir comment il est pris en compte aux différents niveaux, comment les collectivités territoriales qui ont les mêmes soucis que nous, je crois, font. Et je vous propose de passer la parole tout de suite à Yves Michel, qui va nous parler comment est pris en compte la décarbonation dans les grands projets au sein des études du CSIS et du CNIS actuellement. Attends, il y a un câble qui... Voilà, le câble était accroché. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez à peu près les quelques qui sont devant? Après les autres, tant pis. Oui, parfait. La question de la sobriété énergétique, moi je ne vais pas la traiter sous l'angle énergétique en fait. Je vais la traiter sous l'angle de la sobriété et poser la question qu'on retrouve dans l'instruction des dossiers du CSIS de manière préliminaire. C'est petit 1, faut-il faire le projet? Alors, je suis un peu redondant quand je dis ça, parce que je le dis quasiment tout le temps, mais c'est quand même une question un peu centrale. Parce que la question de construire est quand même un acte qui aujourd'hui a une incidence significative sur la nature, la question de la ressource. Construire, ça coûte. Ça coûte des ressources naturelles, ça coûte du foncier qui peut servir à autre chose. Et donc ça va m'amener tout de suite à la deuxième question. La deuxième question, c'est dans un schéma directeur, est-ce qu'on a bien examiné les différentes hypothèses qui consistent à imaginer d'utiliser le patrimoine dont on dispose? Il est quand même assez rare que les hôpitaux sortent de rien. Et pourtant, on en voit sortir de terre partout. Et on en voit beaucoup sortir de terre partout et loin des centres-villes. C'est une question qui est importante parce qu'elle va rentrer assez vite en concurrence avec l'usage des sols, dans un débat qu'on a vu apparaître dans les enjeux sur les zones zéro artificialisation nette, sur lesquelles l'enjeu d'urbanisme est une question extrêmement centrale. La question du foncier, qui est le corollaire de celle que je viens d'exprimer, elle est importante, la question du foncier. Pourquoi elle est importante? Parce que elle va nous amener à des choix dans la conception, et sur la conception des projets, l'orientation, la manière dont on peut positionner le bâtiment dans sa volumétrie sur le site. La question foncière, elle est déterminante aussi au regard de ce que sont les hôpitaux aujourd'hui. Un hôpital aujourd'hui, c'est souvent un patrimoine, enfin c'est quelquefois, pas toujours, parce qu'il y a eu quand même des grands plans de rénovation dans les 20 dernières années d'hôpitaux, mais c'est quand même des lieux emblématiques des centres-villes. C'est des lieux qui ont une valeur patrimoniale, qui ont quelquefois même des valeurs symboliques et patrimoniales au sens monument historique, sur lesquels la question de la valorisation associée à l'acte de construire hors la ville, ce qui est quand même une tendance qu'on a vu fleurir sur pas mal de projets hospitaliers, doit interroger la capacité des propriétaires fonciers et patrimoniaux que sont les CHU à engager des réflexions sur la valorisation patrimoniale de ce patrimoine qu'ils quittent dans l'hypothèse où ils construisent ailleurs. Donc il y a vraiment une question autour de la sobriété d'usage de ce patrimoine qui existe et dont il ne faut pas simplement se dire pour se faire plaisir, et ça peut faire plaisir à des ingénieurs ou des directeurs qui sont des bâtisseurs, il faut qu'on construise.
Le but du jeu, c'est pas de construire, c'est de rendre un service à l'hôpital. Et si ce service, il peut être mis en œuvre dans un patrimoine qui existe et qu'on rénove, c'est probablement mieux en termes de sobriété tout court que de s'imaginer construire un gros truc à côté, même si ça semble plus facile. Il y a 2 points que je voudrais évoquer très rapidement encore, Bruno, que sont la question du partenariat avec les collectivités sur 2 enjeux importants en termes de sobriété. La question de l'accessibilité. L'accessibilité à l'hôpital, c'est un enfer. Pourquoi ? Parce que souvent, l'hôpital, historiquement, est un lieu public de centre-ville. Et donc, forcément, compte tenu des enjeux de décarbonation de la mobilité en ville, de l'augmentation de l'offre de transport en commun et de la volonté manifeste dans pas mal de territoires de considérer que la ville n'accueille plus de manière bienveillante les véhicules, c'est un enjeu parce qu'il y a des véhicules qui viendront durablement dans les hôpitaux. Il ne faut pas se leurrer, les transports sanitaires, c'est des enjeux et on ne peut pas imaginer que l'hôpital ne soit plus accessible demain en véhicule sanitaire. En véhicule de secours aussi. En véhicule de secours, sécurité incendie. Nos bâtiments ORP ont des contingences de sécurité incendie qui composent assez mal avec une ville très dense. Je vais vous donner un exemple très bête. À côté de Tours, dans le projet hospitalier qu'on développe, il y a un développement de projet de tramway. C'est plutôt sympa. On se dit que bon, il va se faire, il va pas se faire, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il doit passer devant l'hôpital. Et puis comme c'est un marqueur de la politique verte, un tramway, on y fait un GLO, un gabarit de limite d'ouvrage, donc la plateforme sur laquelle roule le tramway, qui est verdie. Donc en gros, on y plante de l'herbe. C'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, c'est plutôt vert, c'est friendly. Ouais, sauf que la grande échelle des pompiers, elle passera jamais sur l'herbe. On ne fait pas de la patinette sur une plateforme de tramway. Donc on va durcir tout ça. Et donc on va minéraliser. Et donc l'enjeu de l'accessibilité, vous voyez, il va se cacher dans des détails aussi bêtes que ça. Mais après, ça c'est un sujet secondaire. Le sujet de l'accessibilité, c'est comment on fait en sorte que les gens ne viennent plus à l'hôpital en voiture. Et ça pose une question sociale à l'hôpital. Comment 60 à 70% de nos personnels sont des personnels de catégorie B et de catégorie C ? Comment ils font pour ne pas prendre la voiture pour venir à l'hôpital alors même qu'on les a envoyés aux confins du monde par une politique d'urbanisation où ils vivent forcément loin des centres-villes. Et donc, c'est bien de dire qu'il faut développer les véhicules électriques, il faut mettre des bornes de recharge partout. Mais ça n'est pas autorisé à tout le monde en fait. Et certainement pas à 80% de nos personnels. Le dernier point sur la sobriété qui va rejoindre la transition pour Frédéric sur la sobriété énergétique vraiment dans le dur, c'est la sobriété des modèles de distribution énergétique. Avoir des hôpitaux, c'est consommer intrinsèquement beaucoup d'argent. Et on fait beaucoup d'efforts pour diminuer nos consommations. Mais il faut s'adosser à des dispositifs qui soient décarbonés au maximum. Et donc ça veut dire qu'il faut s'adosser à des réseaux de chaleur. Et pour ça, on a vraiment besoin des collectivités. Les collectivités ont vraiment besoin de nous parce que les hôpitaux sont des très gros puits de chaleur. Et donc forcément, on est attracteur. Moi, je dis juste, pour connaître des exemples au titre du CSIS, que les hôpitaux ne peuvent pas être les victimes de la nécessité de voir les réseaux les raccrocher. Traduit en clair, les coûts de raccordement au réseau de chaleur des ensembles immobiliers que sont les hôpitaux doivent être gratuits en fait. Il ne peut pas y avoir de ticket modérateur d'accès au raccordement d'un réseau de chaleur. C'est un point d'équilibre d'un réseau de chaleur, avoir un CHU dans le réseau. Et donc il faut absolument que les réseaux de chaleur soient raccordés gratuitement aux hôpitaux. Voilà une proposition bien concrète. Tu as fait aussi allusion plusieurs fois aux chiffres Project Santé et les sources des coûts, hein, le transport, la construction et les énergies qui sont à part égale, voilà, ce que peu de gens savent. Est-ce que, Frédéric, comment vois-tu cette approche depuis Poitiers sur les consommations d'énergie et la sobriété ? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais répondre au travers de notre expérience au CHU de Poitiers. Préalablement, je dirais qu'un rappel, il est très important de prendre conscience de l'urgence de la situation. On ne parle plus de réchauffement de la planète, on parle de l'accélération du réchauffement de la planète. Et sur la raréfaction des ressources en eau, il ne faut juste pas imaginer qu'il y a tous les océans pour nous alimenter en eau douce. La ressource en eau douce sur la planète, c'est 3% de la capacité en eau de la planète. Donc cette prise de conscience, elle est très importante. Et je dirais que la sensibilité des acteurs est d'autant plus forte depuis que la crise Covid est passée. Et on remarque en tout cas beaucoup plus de sensibilité de tous les intervenants
pour s'inscrire dans cette démarche de sobriété énergétique. Au niveau du CHU de Poitiers, on a été certifié ISO 50001 en 2016. Donc premier CHU certifié en métropole sur la performance énergétique. Ce qui nous vaut d'ailleurs, il faut que je le précise, que j'anime le groupe de la performance énergie des CHU en France. Donc voilà. Et donc on élabore et on rédige des guides méthodologiques qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser et qui constituent une capitalisation des retours d'expérience que tous les CHU ont pu faire depuis à peu près 7-8 ans sur leurs investissements avec des ROI inférieurs à 5 ans à peu près pour la majorité des projets. Donc au CHU, on a commencé par investir sur une installation de comptage. Donc on compte toutes les énergies et il faut se rappeler qu'on ne peut améliorer que ce qu'on compte. Donc le point de départ, c'est déjà d'essayer de mesurer toutes nos dépenses d'énergie et ensuite d'y fixer un groupe de pilotage qui va mesurer en permanence les consommations, voire les surconsommations, les surchauffes. Il n'est pas rare de constater que dans de nombreux locaux des hôpitaux, il ne fait pas 22, il peut faire 24 ou 25 degrés. Donc tous les points de surchauffe, il faut absolument les gérer et les supprimer. Et puis on a embarqué aussi dans le périmètre plein d'actions pour réduire les consommations d'eau. Et dans ce cadre-là, il y a plein de choses à faire qui sont également dans ce guide méthodo, mais notamment sur les réseaux enterrés. Sur le CHU de Poitiers, on a trouvé 3 fuites d'eau qui nous permettent d'économiser 200 000 € par an, ce qui nous faisait 1 million sur 5 ans. Voilà. Donc, et ça, ce n'est pas un cas particulier, c'est un cas tout à fait classique puisque nos réseaux enterrés étaient relativement neufs. Il faut savoir que la majorité des établissements ont à peu près 30% de fuites sur leur réseau enterré. Donc ça, c'est absolument important d'agir dessus. Et il y a plein de techniques. Il y a les comptages, je l'ai dit. Il y a des mesures à ultrasons sur des segments de canalisation. Et ensuite, il y a les mesures de détection de gaz qui vous permettent de détecter à 1 mètre près où se trouve la fuite et la traiter. Sur les énergies, effectivement, on a mis un groupe de pilotage et on agit sur tout ce qui est consommation. On a mis en place des plans de progrès énergétique avec des investissements sur des groupes de froid très performants, des turbocores qui peuvent avoir des coefficients de performance jusqu'à 8 ou 9, et des pompes à chaleur l'été qui nous font de l'eau glacée mais qui nous permettent de préchauffer l'eau chaude sanitaire. Et ça, sur Poitiers, ça nous a permis de réduire de 50% nos besoins de gaz l'été. Donc ça, c'est très important. Il y a plein de solutions comme ça qui sont dans ces guides méthodologiques que vous pouvez retrouver et qui sont très intéressants pour maîtriser les dépenses d'énergie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On travaille aussi sur le réemploi. C'est plus sur les énergies, mais en tout cas, très important maintenant d'insérer dans nos démarches de réemployer des équipements du bâtiment, que ce soit les luminaires, que ce soit les appareils sanitaires. On a toute une politique. Là, je suis un peu plus sur la transition écologique que sur l'énergie, mais en tout cas, tout ce qui est réemploi nécessite, en tout cas permet de supprimer des fabrications qui dépensent de l'énergie. Voilà, très rapidement. Voilà un beau panel d'actions. Moi, ce que j'ai retiens qui est assez répandu, c'est que par une action énergie, la première chose à faire, c'est de généraliser le comptage. Le comptage initial et le comptage subdivisionnaire pour détecter les fuites. Le généraliser aussi sur l'électricité, sur les consommations de chaleur. Est-ce que c'est vraiment la règle numéro 1 qu'on peut dire pour ceux qui veulent attaquer leur conso d'énergie? On peut faire sans, mais c'est plus compliqué et c'est quand même mieux de mesurer pour mettre en place un plan d'action d'amélioration. Voilà. Merci. Alors si on descend plus dans le sud... Juste pour préciser, sur un établissement, je ne donnerai pas le micro, sur un établissement d'à peu près 2500 lits, ça représente un plan de comptage d'environ 500 compteurs télé-relevés et raccordés sur une supervision sur laquelle il y a un pilotage, quelqu'un qui manœuvre en permanence sur les économies possibles. Et on peut faire beaucoup d'économies. Avec un ROI pertinent, si je comprends bien. Marie-Ange, on a évoqué le Shift Project, donc Scope 3, un petit Scope 3 Un petit bilan carbone. Alors, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit et préciser, j'interviens sur le schéma directeur immobilier et la RSE au niveau du CHU de Montpellier. Je laisse la place de DGA à François.
Donc ça fait effectivement le lien. Je vais vous présenter la démarche qui a été initiée l'année dernière au CHU depuis le mois de juin sur la mise en place d'un bilan carbone Scope 3. On parlait d'indicateurs de suivi. Le bilan carbone Scope 3, c'est un outil qui nous amène et nous conduit à travailler notre transition écologique et énergétique. Mais c'est un outil qui aujourd'hui n'est pas encore réglementaire par rapport au Scope 1 et au Scope 2. Et pour autant, on l'a vu nous dans l'analyse qu'on a menée jusqu'à présent, ça représente 93% de nos émissions de gaz à effet de serre. Je m'explique. On a, dans le bilan qui a été conduit l'année dernière, mis en exergue les éléments du Shift Project. On est vraiment dedans. C'est-à-dire que sur le flux entrant du soin, on a 55% qui correspondent aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc pas de surprise là-dessus. Le deuxième score porte sur les transports. Là, pareil, en termes de déplacement professionnel, mais également patients-visiteurs. Et le troisième scope porte sur tout ce qui va être investissement corporel, incorporel en cours d'amortissement. Et donc, ça correspond exactement aux orientations qui ont été menées par le Shift Project et on rentre vraiment dedans. L'intérêt de le conduire, c'est de pouvoir derrière sensibiliser, faire savoir pour pouvoir porter la transition énergétique et écologique avec le plus grand nombre au niveau de l'établissement. On est aujourd'hui, on n'a pas tout à fait terminé. On est aujourd'hui on a les axes stratégiques qui ont été identifiés et là, on est en train de décliner le plan d'action. Ce plan d'action, on le veut absolument intégré. Donc, on a créé des ambassadeurs qui sont relais au niveau du CHU de Montpellier. Il y a un peu plus de 80 ambassadeurs. Et l'idée, c'est que les actions viennent du terrain et soient portées par le terrain au niveau du bilan carbone. Ça va toucher le soin, ça va toucher les transports, ça va toucher tout ce qui va être aussi sur la partie constructive et investissement au niveau immobilier. On est complètement dedans. Et une grosse sensibilisation au niveau des professionnels du CHU de Montpellier. Petite précision, nos ambassadeurs sont paramédicaux et médicaux. Il y a tous les corps de métier qui sont intégrés. Je pense que le bilan carbone Scope 3 est indispensable pour répondre aux objectifs de la stratégie bas carbone. Et tu parlais des éléments du GIEC. Le dernier rapport du GIEC qui vient de sortir au mois de mars 2023 montre et insiste sur le fait qu'effectivement, on consomme plus. Les objectifs qu'on s'est fixés avec le décret tertiaire seront certainement insuffisants. Et au niveau des établissements, on se dit déjà qu'on va avoir du mal à les atteindre. Et la réalité, c'est qu'ils sont déjà insuffisants. Merci de cet encouragement à cibler le décret tertiaire et les moins 40% de consommation à l'horizon de 2030, sans parler des moins 50, 10 ans plus tard. Enfin, on est sur des enjeux très très forts. Montpellier, c'est en zone inondable, non ? C'est une préoccupation du CHU peut-être ? C'est une préoccupation qui a été traitée avec une digue et tout un tas d'actions qui ont été mises en œuvre, qui ont imputé le schéma directeur immobilier de manière assez conséquente et qui ont nécessité des autorisations et qui ont entraîné quelques mois de retard pour pouvoir continuer à avancer sur le schéma directeur immobilier. Mais effectivement, la canicule et les pluies diluviennes font partie du quotidien au niveau de Montpellier. Donc la maîtrise de l'énergie peut avoir d'autres motivations que économiser des euros, mais peut-être éviter l'inondation de l'établissement. Je pense que sur la transition énergétique et écologique, il n'y a pas que les euros. Les retours sur investissement sont parfois très très longs. On ne les a pas abordés, mais on est en train de travailler sur le schéma directeur énergétique au niveau du CHU de Montpellier. Les retours sur investissement, je ne mettrai pas les panneaux photovoltaïques, mais on est dans des moyennes de 20 à 30 ans, parfois un petit peu plus. Donc je pense que là, on va chercher autre chose. On va chercher des responsabilités qui sont les nôtres, de continuer à apporter du soin dans la sobriété avec un certain nombre d'indicateurs et des outils, dont le bilan Scope 3, qui est un outil 360. Très bien. Alors pour continuer le tour de France, Monsieur Larivière, donc directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville, soyons précis.
De votre côté, le contrôle climatique, les économies d'énergie, quelle action avez-vous engagée? Alors, au CHR Metz-Thionville, on a engagé une vraie démarche qui s'inscrit dans une politique qui est pilotée directement par la direction générale. Souvent, ça peut être géré par les directions du patrimoine ou les directions plus techniques. Moi, j'ai considéré que c'était une politique qui devait s'inscrire dans une démarche transversale et on voit bien que à ce qui vient d'être dit, ça fait écho aussi à Montpellier, au moins à Montpellier. Et donc, on a engagé un certain nombre de mesures avec des professionnels de tous bords. On a mis en place un comité qui associe des médecins, des soignants, des personnels administratifs et techniques. L'idée étant de pouvoir valoriser toutes les petites actions qui sont faites, mais aussi bien sûr d'avoir une vraie démarche autour du schéma directeur. Alors on a la chance à Metz d'avoir un établissement qui est récent, il a 10 ans. À Thionville, on est sur un établissement plus ancien et quelques autres sites également qui ont plutôt 50 à 60 ans. Donc l'enjeu énergétique autour des bâtiments est un vrai sujet. On a investi il y a quelques années sur une réfection complète des menuiseries et façades du site de Thionville, qui a été un investissement de 7 millions d'euros, mais avec un vrai gain à la fois pour le confort des personnels et des patients, mais aussi un gain économique, et vous venez de l'évoquer, même si effectivement certains investissements sont lourds et l'amortissement s'inscrit dans la durée, très rapidement on en voit des effets au quotidien, mais on en voit aussi des effets à travers l'inflation énergétique qu'on a constatée l'an dernier, et je pense qu'on a été assez content d'avoir anticipé ce type de travaux importants pour pouvoir réduire et en tout cas limiter l'impact sur la facture pour l'établissement. Après, on a aussi engagé un certain nombre de mesures pour mieux utiliser la gestion technique des bâtiments, parce qu'on finalement on a un outil de pilotage à Metz qu'on n'a pas à Thionville pour des raisons liées effectivement aussi à l'âge du bâtiment. Mais on a mis en place des mesures qu'on aurait d'ailleurs dû mettre en place avant, mais les esprits n'étaient peut-être pas prêts parce qu'ils n'étaient pas touchés personnellement aussi à la maison sur certaines mesures de politique qui ont été mises en place sur la régulation des températures dans les bâtiments, la gestion aussi différenciée des systèmes de ventilation sur les blocs opératoires ou dans le centre des brûlés. On a le centre interrégional des grands brûlés sur le CHR et sur le site de Metz. Et donc on a mis en place un dispositif qui permet, tout en respectant les règles d'hygiène, d'avoir un dispositif qui limite en tout cas l'usage peut-être parfois trop intensif et trop jusqu'au boutiste des centrales de ventilation, ce qui participe aussi de la bonne gestion de notre politique énergétique. On a beaucoup investi dans cette politique avec un certain nombre de mesures, les contrats de performance, le raccordement au réseau urbain, le relamping systématique, enfin bon, des mesures qui finalement étaient peut-être il y a encore 2-3 ans assez techniques et isolées, qui sont devenues maintenant presque monnaie courante. Mais ça fait partie des mesures qui sont importantes pour l'établissement et pour effectivement participer directement à l'enjeu de développement durable. Je rajouterai un dernier point qui est moins rattaché à l'enjeu bâtimentaire ou investissement, mais qui vise à toucher assez largement les équipes et s'inspirer justement des bonnes pratiques dans les équipes. On a mis en place un prix du développement durable qui vise à recenser l'ensemble des projets qui sont mis en œuvre ou qui peuvent être mis en œuvre dans les équipes avec la bonne idée et la créativité des équipes pour justement travailler sur la réduction des consommations d'énergie ou toute autre forme de mesure de bonne pratique relative au développement durable. Et donc à travers une somme que nous avons allouée, on a alloué 30 000 euros avec 3 niveaux de prix, 15 000, 10 000, 5 000. On a pu finalement mobiliser des équipes et cet argent, il est utile pour financer les projets et les idées qui sont porteuses. Donc il n'y a pas de rémunération individuelle ou de valorisation individuelle de ce point de vue-là. C'est plutôt financer un projet autour d'une idée avec un petit comité de sélection et de validation finalement des idées qui sont composées par justement les membres du comité de pilotage du développement durable, des médecins, des soignants, qui choisissent finalement parmi leurs pairs le meilleur projet ou les 3 meilleurs projets, et donc avec un petit coup de pouce financier pour financer tout ça. Donc ça va au-delà finalement des grands enjeux de l'investissement sur le schéma directeur immobilier qu'on a l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qui fait naître effectivement des pousses issus du terrain, et on voit bien que ça a pris, parce qu'on a eu un certain nombre de projets qui ont été proposés, et c'est quelque chose qui a été assez bien valorisé dans l'établissement. Une initiative très opérationnelle, à effet immédiat, des éco-gestes plus des actions financées, très très
très pertinent et que tout le monde participe, je pense que c'est un enjeu fort. Il faut dire que le prix de l'électricité à la maison, comme vous l'avez suggéré, sensibilise un peu nos personnels. On sera en Angleterre, il sera encore plus motivé, je pense. Si on continue le Tour de France, on va arriver jusqu'à Rennes. La métropole de Rennes a sûrement cette préoccupation depuis longtemps parce que c'est une ville qui est quand même tendance un peu écologique et une très belle ville. Et donc, que fait la métropole ? Alors, bonjour déjà, merci. Je suis honoré d'être parmi des secteurs hospitaliers et CHU. Déjà, juste pour dire que le patrimoine bâti des collectivités locales, il est énorme en France. On dit que c'est à peu près 30% du parc tertiaire national. Donc 30% du parc tertiaire national, c'est propriété des collectivités locales. Et c'est le bloc communal, donc métropole et commune, c'est environ 50%. Juste pour avoir un ordre d'idée, pour la ville et la métropole de Rennes, c'est un peu plus de 400 bâtiments. On est propriétaire d'un peu plus de 400 bâtiments. Des grands, des petits, qui accueillent du public, qui accueillent pas du public, enfin avec une diversité qui rend la chose beaucoup plus complexe. Alors on a décidé déjà depuis plusieurs années, et puis on a renforcé avec évidemment le choc énergétique de ces dernières années, enfin de ces 2 dernières années, on agit sur plusieurs leviers. Alors sans aller sur les éco-gestes, même si on y travaille beaucoup quand même, et là on se retrouve pleinement avec les expériences qui ont été explicitées, c'est qu'on agit beaucoup quand même, on agit avec les équipes sur le terrain. Et notamment, on a revu nos périodes de chauffe parce que 80% de nos dépenses énergétiques sont liées au chauffage chez nous. Alors, chauffage y compris les piscines. J'intègre parce que les piscines sont un gros poste de dépenses énergétiques, mais chauffer l'eau et l'air, c'est extrêmement coûteux. Donc, on a revu nos périodes de chauffe, tout bêtement. On chauffait pendant les vacances de Toussaint. Les écoles étaient vides ou même partiellement vides. On a arrêté ça, par exemple, on ne chauffe plus, on arrête de chauffer les vacances Toussaint. Pareil, vacances d'avril, de Pâques, on ne chauffe plus. Ça paraît bête, mais jusqu'à présent, on le faisait. Donc comme ça, on a listé un certain nombre d'actions, on a revu la température de nos bâtiments. On a travaillé aussi avec les équipes pour participer au championnat de France de consommation énergétique, ce qui nous a permis de réduire pour une quinzaine de bâtiments de 10% les consommations énergétiques du fait de la responsabilisation des acteurs et des agents. Alors, je ne sais pas si c'est des éco-gestes, mais en tout cas, ça agit beaucoup. Ensuite, sur le volume bâtimentaire en lui-même, il est extrêmement vieillissant et notamment c'est le patrimoine bâti vieillissant dans les collectivités locales et dans le bloc communal, c'est les écoles. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye, à chaque fois qu'on rénove une école, c'est évidemment de faire des rénovations thermiques, mais là où je vous rejoins pleinement, c'est que le retour sur investissement, en fait, il est à horizon 30 ans. Ce qu'on sait, c'est que au bout de 20 ans, le retour sur investissement, il n'existe pas. On a simplement économisé 60% du coût des travaux en BBC. Donc, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Le retour sur investissement, en fait, il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres engagements, d'autres leviers de motivation. Et c'est là que la conviction politique, évidemment, des élus est fondamentale pour justement engager des plans de rénovation ambitieux. Donc, pour les écoles, on a un schéma directeur de rénovation de nos écoles, évidemment. On essaye de les transformer en BBC, mais aussi on essaye d'éviter de construire de nouvelles écoles. Ça, c'est important parce que l'idée, c'est qu'on veut diminuer considérablement notre parc, notre propriété bâtie. Et c'est pour ça qu'on a aussi une stratégie immobilière où on essaye justement de regrouper nos services, de vendre. Et dans les stratégies de vente, c'est évidemment de vendre les locaux les plus anciens, les plus énergivores. Ça, c'est essentiel. Ensuite, j'essaie d'aller vite. C'est de travailler sur la production d'énergie renouvelable. Donc, on a un grand plan sur le photovoltaïque. On se donne comme objectif d'avoir une autoproduction de photovoltaïque qui est de 15% en 2030, donc ce qui est relativement ambitieux. On tient le cadencement. Et puis nous, on a la chance à Rennes d'avoir un réseau de chaleur qui est extrêmement développé grâce à une usine d'incinération. Et alors là, l'usine d'incinération qui est en pleine rénovation actuellement, qui date de 1960, donc qui est extrêmement ancienne, le réseau de chaleur, on l'étend considérablement. Donc, d'ailleurs, il y avait le collègue du CHU de Rennes, il sait de quoi je parle, mais en tout cas, quasiment tous nos bâtiments publics, l'idée, c'est à terme, c'est de les raccorder à nos réseaux de chaleur, parce qu'on a plusieurs réseaux de chaleur. Donc là, c'est un plan extrêmement ambitieux. Et puis après, ce qui a été souligné aussi, c'est sur la gestion centralisée des périodes de chauffe et des bâtiments, qui est extrêmement important parce que c'est un gisement considérable. C'est-à-dire qu'on peut faire varier la température des bâtiments en fonction de la fréquentation et des usages. Et ça veut dire des capteurs, donc avec la remontée d'informations et un pilotage. Et là-dessus, c'est un plan d'investissement qui est extrêmement ambitieux.
nos nouveaux bâtiments sont dotés de capteurs. On veut essayer de les rendre de plus en plus de bâtiments dits intelligents qui puissent se réguler un peu automatiquement. Mais aussi, on le fait sur nos vieux bâtiments parce que nos vieux bâtiments étant les plus énergivores, c'est aussi en l'installation de capteurs et la régulation en fait rapporte beaucoup sur ces vieux bâtiments. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Oui, c'est un grand programme qui est en cours. On a envie de vous poser une question. Vous avez parlé de financement permettant d'atteindre un ROI pas trop long. Alors, quand François m'a sollicité pour participer à la table ronde, je ne sais pas, il y avait un mythe comme quoi dans les collectivités locales, on avait plus facilement des aisances financières pour financer ces investissements. Alors, non, en fait, non. Je pense que comme vous, on a notre autofinancement qu'on essaye de dégager pour investir. Évidemment, on travaille avec nos financeurs. Nos financeurs, c'est en premier lieu, évidemment, les banques, avec lesquelles on essaye d'avoir des stratégies d'investissement de plus en plus longues, parce qu'en fait, une des handicaps, c'est d'avoir des financements courts sur la rénovation thermique, alors que sur le retour sur investissement, il est très long. Donc, c'est d'allonger la durée de nos prêts. Donc ça, c'est des stratégies financières. Après, on a la chance, nous, au niveau des collectivités locales, d'avoir créé ce qu'on appelle l'agence France Locale, qui est une agence, en gros, entre guillemets, la banque des collectivités locales. Donc, on peut avoir des logiques d'émission d'obligations vertes, donc, ce qui nous permettent justement d'avoir des conditions plus satisfaisantes. Et puis après, on a des partenariats très forts avec l'État. Alors là, je suis un peu toujours prudent dans ce que je veux dire, mais l'État a lancé à grand coup de renfort publicitaire ce qu'il a appelé les fonds verts pour les collectivités locales. C'est 2,5 milliards. Je ne sais pas si c'est pareil dans le secteur hospitalier, mais l'État a l'art de recycler 10 000 fois les mêmes crédits. Donc et pour les collectivités locales, c'est à peu près pareil. Donc oui, l'État nous accompagne. Mais quand tout à l'heure je disais la rénovation thermique, la rénovation énergétique des collectivités locales au regard de l'ampleur du patrimoine bâti, ça veut dire qu'ils vont investir 3 milliards d'euros par an. À l'horizon 2050, ça a été chiffré, c'est à peu près entre 400 et 500 milliards d'investissements à faire pour les collectivités locales pour atteindre la stratégie bas carbone. Donc c'est colossal. Donc oui, l'État est là. Ça serait malhonnête de ma part de dire qu'il n'est pas là, mais il n'est pas suffisamment là, j'ai envie de dire, et lui-même a aussi ses propres contraintes. Donc voilà. Et juste terminer là-dessus, c'est que les collectivités locales, il y a un jeu de pression pour travailler sur notre propre patrimoine bâti, mais aussi on soutient énormément le patrimoine bâti d'autres opérateurs. Et là, le secteur hospitalier est aussi accompagné par les collectivités locales parfois. On a aussi les universités. À Rennes, on aide énormément les universités rennaises dans le cadre des contrats de plan État-région parce que les patrimoines bâtis des universités sont sans doute encore dans plus mauvais état sans doute que les écoles. Donc voilà, donc c'est aussi c'est un poste de dépense qui est colossal aussi pour les collectivités et notamment pour les métropoles. Très bien, donc on n'aura pas de recette miracle aujourd'hui. On aurait bien aimé. Mais j'ai quand même, à vous écouter, on voit bien qu'on est sur les stratégies longues. C'est-à-dire que ça a été engagé depuis plus ou moins longtemps, souvent 10 ans, 15 ans. On a fait des choses, on en fait encore. Deuxièmement, on a le programme Opérat qui est en route, l'action lancée par l'ADEME, qui nous a fait un référentiel basé sur 10 années les pires en matière de consommation, et un objectif, moins 40% par rapport à cela. Alors, est-ce que chacun d'entre vous pourriez dire au fond de vous-même, on va y arriver au moins 40 en 2030, ou ça va être dur? Yvi. On peut y arriver. Enfin, en 10 ans, on a fait moins 23%. Donc il reste 10 ans pour faire 17. Enfin, un peu moins de 10 ans, on peut espérer. Faut jamais désespérer de l'avenir en vrai. Que par ailleurs, il y a des logiques de mutation immobilière en fait, qui sont celles que l'État a beaucoup utilisées à l'époque où il a bâti le Grenelle et il s'est appuyé sur une logique de cession du patrimoine le plus ancien pour rendre possible la baisse de sa facture énergétique, de ses consommations globales d'énergie. Donc ce qui compte surtout, c'est l'intensité énergétique en fait, c'est la consommation par mètre carré de nos bâtiments. Et là, pour le coup, je suis moins optimiste parce que pour le coup, nos bâtiments ont quand même une petite tendance à se technologiser avec le temps et ils ont plutôt pas tendance à consommer moins. Ils ont plutôt au mètre carré tendance à consommer plus. Donc voilà, je ne suis pas très optimiste sur la consommation à l'intensité énergétique. Là où je suis très optimiste,
c'est sur le carbone. Pour le coup, la mutation des outils de production décarbonés, et en particulier le raccordement à des réseaux de chaleur, pour peu que les raccordements se fassent à des prix honnêtes pour les hôpitaux qui sont des partenaires essentiels au développement des réseaux de chaleur, alors, oui j'insiste, parce que je vois encore des projets où on tord le bras des hôpitaux pour qu'ils payent très cher les raccordements réseaux de chaleur, ce qui est absolument pas normal en fait. Mais la décarbonation par le modèle de distribution publique d'énergie et les réseaux de chaleur, c'est vraiment un outil qui permet, nous ça nous a fait baisser de 52% nos émissions de carbone sur le CHU dans les 10 dernières années, là où on baissait notre consommation de 23%. Oui, le raccordement au réseau de chaleur amène un coefficient modérateur important. Eh oui. On l'a tous vu et on l'a utilisé, mais c'est one shot, quoi. Voilà, Frédéric, as-tu des espoirs de voir sortir la réglementation et les valeurs absolues pour les hôpitaux en matière d'objectifs 2030? C'était l'élément de réponse que j'allais donner. En fait, on peut répondre par des chiffres. Il y a la disparité de consommation des CHU va du simple au double. Donc il y a une grosse disparité de situation de consommation entre établissements et notamment entre CHU. Donc ça sera plus facile pour certains. Ceux qui sont très mauvais aujourd'hui ont une grande marge de progression. Ceux qui ont fait beaucoup d'efforts ont très peu de marge de progrès, ont beaucoup moins de marge de progression. Et effectivement, deux moyens d'y arriver, puisque la loi Elan fixe deux systèmes pour atteindre les cibles. Soit effectivement les écarts de progression 30, 40, 50%, mais aussi l'autre solution, pour ceux qui ont fait beaucoup déjà de progrès, c'est d'atteindre des valeurs cibles par rapport à une année de référence. Et ces valeurs cibles, on ne les connaît pas aujourd'hui, on les attend. Et donc c'est difficile de répondre à la question. Ça sera, je pense, quand même assez difficile pour tout le monde. C'est un vrai exercice, un vrai enjeu. Et voilà. Ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est formaliser un petit peu une idée à retenir. Les stratégies énergétiques, il ne faut pas hésiter à les revoir, puisque la crise énergétique de l'électricité et du gaz rebat toutes les cartes. Je donnerai un exemple. Un projet d'il y a 5 ans sur des panneaux photovoltaïques, c'était un retour d'investissement de 17 ans. Le même projet qu'on a lancé cette année, les panneaux photovoltaïques, c'est un retour d'investissement sur 7 ans, avec le coût de l'électricité. Donc il ne faut pas hésiter à rebalayer toute la stratégie énergétique de l'établissement en fonction de ces cartes qui ont été rebattues. Il y a la géothermie, il y a plein de projets sur lesquels il faut réfléchir. Et voilà, ce que je voulais aussi redire. Merci. Marie-Ange ? Bien, pour compléter effectivement sur les données chiffrées et faire le retour d'expérience de Montpellier, dans notre exercice d'analyse bilan carbone, on a travaillé à la cible de la neutralité à 2050. C'est un exercice de calcul mathématique très clairement pour identifier quels sont les biais et où est-ce qu'on doit agir. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Simplement, pour y arriver, au-delà des aspects énergétiques qui effectivement sont un point important et à intégrer, l'axe fondamental sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est les flux entrants et les flux sortants sur tout ce qui porte au niveau du soin. Et c'est cet axe-là qui, en termes de neutralité carbone, là-dedans je mets le médicament et les dispositifs médicaux bien évidemment, c'est cet axe-là qui nous permettra d'atteindre l'objectif à 2050. L'énergie est fondamentale, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, mais j'ai envie de dire que d'un point de vue technique, on a peut-être aujourd'hui plus de réponses et peut-être plus de facilité à le décliner, parce que par rapport aux soins, on doit embarquer le collectif, on doit embarquer tout le monde. Ça suppose des réflexions sur les parcours de prise en charge, ça suppose des réflexions sur le fonctionnement des équipements, y compris au niveau des blocs opératoires d'urgence, ceux qui ne le sont pas, qui peuvent la nuit éventuellement être un peu désactivés. Ça suppose une réflexion globale au niveau des structures et on n'embarquera pas tout le monde si tout le monde n'est pas convaincu. Et la neutralité carbone, ça sera le collectif sans aucun doute. Ce sera le collectif ou ce sera pas, quoi. Ouais. Monsieur Larivière, sur Metz, vous qui avez un bâtiment quasi neuf. Quasi neuf, effectivement. Non, moi je pense qu'on est en capacité d'atteindre l'objectif pour 3 raisons.
La première raison, c'est que je pense que l'investissement dans l'innovation au regard des enjeux énergétiques et de la prise de conscience sur les enjeux du développement durable fait qu'on a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qu'il y a encore 10 ans qui investissent dans la recherche et développement justement sur le matériau, sur les infrastructures, voire même sur les modalités de gestion globale. Et donc ça nous permettra peut-être d'aller chercher les 17%, parce qu'en général, les 23 premiers pourcents, c'était les plus faciles, c'est ceux pour lesquels il faut se baisser pour les ramasser. Quand on commence à être sur des démarches un peu plus compliquées pour aller taper jusqu'à l'os, là ça devient plus compliqué. Donc je pense que les investissements des entreprises et faire confiance et investir sur la recherche et développement permettra justement d'aller chercher d'autres choses. Je pense aussi que la prise de conscience globale de la population participe aussi des efforts où désormais il n'est pas normal de ne pas considérer les enjeux de développement durable finalement dans la vie du quotidien, que ce soit à la maison ou au travail. Finalement tout le monde y pense et il y a toujours une action qui est faite, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10 ans. Donc au-delà des enjeux bâtimentaires ou infrastructures, je pense que ça participera aussi de cet objectif. Et puis peut-être le dernier point, c'est aussi l'évolution, si on reste sur la dimension hospitalière, l'évolution des constructions et le virage ambulatoire qui fait qu'on aura peut-être aussi moins besoin de lits, donc moins besoin d'espace avec une prise en charge de jour comme de nuit. Et si on ouvre des hôpitaux ou des bâtiments qui sont plutôt ambulatoires, qui ouvrent le matin, qui ferment le soir, par définition, on va aussi diviser par au moins 2 la consommation des énergies et les entretiens attachés à cette exploitation de l'activité finalement tout en maintenant les conditions de prise en charge des patients. Avec la télémédecine en plus. La télémédecine, l'ambulatoire en général, tout ce qui est alternative finalement à l'hospitalisation à domicile, l'ensemble de ces éléments qui fait qu'il y a des années on a besoin de grands hôpitaux pour avoir beaucoup de patients en fonction des durées de séjour. Les durées de séjour diminuent, l'ambulatoire se développe beaucoup en chirurgie et en médecine et par définition pour les nouvelles constructions on est supposé avoir besoin de moins de surface pour prendre en charge le même nombre de patients. D'accord, donc moins de bâtiments chauffés. C'est peut-être à refroidir que la discussion sera plus difficile avec l'élèvement des températures. On va peut-être avoir un peu plus de besoin de rafraîchissement et d'assurer un confort patient dans des conditions de température extérieure plus dures. C'est une forme de paradoxe parce que, vous le disiez, aujourd'hui on investit sur des bâtiments qui sont plus récents mais qui finalement au mètre carré consomment beaucoup plus parce qu'on a à la fois le chaud mais on a le froid. Avant on avait le chaud, on n'avait pas le froid, on gérait le chaud de l'été et on s'en accommodait. Aujourd'hui on investit quand même sur des éléments de rafraîchissement de bâtiments qui sont coûteux et qui sont consommateurs. Donc l'enjeu c'est d'aller chercher les calories à la fois sur le froid, peut-être réduire un peu les éléments de refroidissement, mais aussi sur le chaud pour réduire aussi le besoin de chaud. Récupérer la chaleur fatale par exemple. Voilà. Et donc, pas le mot de la fin, mais l'analyse de l'objectif vu par la métropole. Je pense, évidemment, je pense que c'est très dur à atteindre, mais je pense que c'est pas infaisable. Et moi, je crois beaucoup, je pense qu'on est sur un mur, au moins pour les collectivités locales, je pense qu'on est face à un mur financier. Donc de toute façon, on n'y arrivera pas si c'est les considérations financières qui pèsent. Donc par contre, moi je crois beaucoup au développement de responsabilisation des acteurs, ça je pense, et ce qui veut dire derrière des changements de comportement sur les usages, ça j'y crois beaucoup parce que c'est des puissants gisements. Et après pour les collectivités locales, c'est vraiment la rationalisation de notre parc, c'est-à-dire que les collectivités ont eu un parc pendant des années qui a grandi, sans se poser de questions parce qu'en fait elles ne payaient pas le coût de l'énergie. Et aujourd'hui, qu'on commence à payer véritablement le coût de l'énergie, plus la prise de conscience citoyenne de tout le monde, ça nous force à rationaliser notre parc et à arrêter d'être propriétaire inutilement. Donc voilà. Et la maîtrise du foncier, alors là c'est notre politique publique, mais la maîtrise du foncier va nous inciter à arrêter de garder inutilement des parcs plutôt vides ou où j'allais dire partiellement occupés, quoi. Donc de toute façon, par une autre politique publique, on va y arriver à cette rationalisation du parc. Donc voilà, oui, je suis plutôt optimiste. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup d'être optimiste. Je vois que tous les espoirs sont permis et que l'équation est loin d'être simple quand même. Mais nous avons des acteurs très engagés depuis longtemps et qui vont l'être encore plus. Encore merci d'avoir participé à cette table ronde. Je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci.